Bonjour à toutes et à tous, aussi bien en présence qu'à distance. Nous sommes heureux de pouvoir intervenir dans le cadre du Centre de linguistique appliquée de Besançon et de participer à cette journée un peu particulière puisqu'elle met à l'honneur les enseignants de français à travers le monde. Et nous espérons pouvoir engager un début de dialogue avec un certain nombre d'entre vous. Voilà. Alors, comme vous voyez, le titre de notre intervention concerne la médiation, mais ne vous attendez pas à trouver uniquement la médiation telle que le volume complémentaire du cadre européen commun de référence propose. Nous sommes un peu plus ambitieux parfois, bien que notre proposition soit tout à fait modeste. Nous visons l'intervention sociale, nous visons la communauté éducative et nous visons l'enseignement des langues. Le plan que nous allons développer est le suivant, dont on parlera un peu de médiation, qui est une notion complexe. On essaiera de décrire un modèle conceptuel que nous avons pensé justement pour les domaines que nous avons énoncés dans notre titre. On essaiera de voir en quoi médiation, éducation et enseignement de langue sont possibles, et puis on parlera de ressources disponibles, et si on a le temps, on vous présentera une tâche de médiation d'un texte écrit pour voir ce que cela peut donner. Donc on a dit notion complexe. On se demande même parfois si ce n'est pas une notion à la mode. C'est une mode de parler de la médiation. Pourtant, c'est une notion qui existe depuis longtemps dans les écrits du Conseil de l'Europe, notamment le cadre européen commun de référence. Ça existe depuis le début des années 90. C'est donc une notion ancienne, mais qui est en train d'évoluer. Notion complexe. Et pour vous le démontrer, j'ai pris 3 auteurs. J'ai pris une pionnière avec Mike Byram de la réflexion sur la médiation interculturelle, un texte de 2003. J'ai pris Maria Statopoulos, qui est une jeune chercheure grecque. Sachez que les programmes grecs, depuis 2012, comportent déjà des descripteurs de compétences de médiation. Et j'ai pris Emmanuelle Huvert, une publication de 2018. C'est une chercheure de Tours. Et j'ai essayé de voir quels étaient les domaines disciplinaires que chacune évoquait. Si vous regardez, aucune des 3 n'a un domaine en commun. Pourtant, toutes les 3 parlent de médiation, toutes les 3 réfléchissent en termes d'enseignement des langues, pourtant les références sont tout autres. Imaginons également l'étendue des domaines quand on sort de l'enseignement des langues, parce qu'il y a la diplomatie, il y a des tas d'autres domaines, la médiation conjugale, la médiation, aide-moi, etc., etc. Juridique, bien sûr. Juridique, et ainsi de suite. Donc, c'est une notion hyper complexe. Chacun a ses domaines disciplinaires de référence. Et c'est pour cela que nous avons fait, nous, un choix très défini de simplicité. Alors, je crois que la première apparition, disons, dans un domaine où on essaie d'intégrer justement la médiation à d'autres activités langagières, elle remonte à des étapes préparatoires en fait du cadre européen commun de référence pour les langues, hein, qui a connu plusieurs versions, dont certaines avaient ce type d'illustration, où on faisait apparaître la médiation comme étant une activité reprenant en quelque sorte toutes les autres, hein, c'est-à-dire avec une part de réception, une part de production, nécessairement de l'interaction, et comme étant caractérisée par un certain nombre de définitions possibles. Hein. Le fait que les activités de médiation consistent en fait à traiter ou à retraiter un texte premier, hein, en termes
reformulation d'une certaine manière, mais ça couvre tout aussi bien la traduction, le résumé, des abstracts ou des résumés d'articles, des comptes rendus de réunions, donc des passages de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'écrit. C'est à l'évidence une opération qui est très fréquente, très nécessaire, hein, qui consiste à rebattre du texte, si je peux dire, un petit peu presque en termes culinaires, hein, retravailler un texte, soit dans une perspective de restitution dans une autre langue, soit dans une perspective de commentaire, d'interprétation, etc. Donc tout ça, c'était vraiment du texte à partir d'un texte, hein, retraitant un texte déjà là, et une activité qui est considérée comme étant beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense généralement dans la communication humaine. Alors, une critique qui avait été formulée, là je te repasse éventuellement la parole, puisque tu parles de Geneviève Zarat. Oui, toujours Geneviève Zarat, en 2003, a déjà sorti une première critique par rapport à cette définition. Souvenons-nous qu'elle traite de la médiation interculturelle. Donc, elle dit, s'il y a une référence à un espace tiers, l'activité de médiation y est présentée sur une forme jugée restrictive. Elle la trouve plutôt dissociée des situations de mobilité. Je mets en rouge parce que cette notion, vous la retrouverez dans notre modèle. Et elle est illustrée par des compétences langagères, mais conformes à un modèle scolaire. Elle est banalisée, située hors de tout contexte de tension. Tension, de nouveau, un mot-clé pour nous, limitée à des activités de reformulation, de retraitement d'un texte qui facilite l'accès à une information. Alors, le projet qui a été lancé en 2013 a connu une double dynamique, hein, et répondait d'une certaine manière à un double besoin. D'un côté, il y avait un certain nombre de demandes qui considéraient que le cadre tel qu'il avait été diffusé officiellement en 2001 demandait une forme d'actualisation. Parce qu'il y avait par exemple de nouvelles technologies, hein, qu'il y avait peut-être de nouveaux descripteurs à mettre en place, qu'il y avait peut-être à s'intéresser à des publics qui n'avaient pas nécessairement été pris en compte immédiatement en 2001. Donc ça, c'était une extension en quelque sorte, une mise à jour, notamment des descripteurs qui avaient été proposés initialement. Et puis, tout cet enrichissement s'accompagnait d'un autre type de projet, hein, on peut passer rapidement là, le fait qu'on considérait qu'on avait besoin aussi de resituer en quelque sorte l'appareil conceptuel du cadre de référence dans un monde qui avait évolué et dans une perspective un petit peu plus large. Donc à la fois en, en intégrant complètement, disons, le modèle du CECR 2001, mais en même temps en essayant de mettre autour, en quelque sorte, des éléments de contextualisation sociale, des éléments de contextualisation peut-être plus larges que ceux de l'enseignement des langues. Et c'est ce qui nous a amené, Malisa et moi, à justement reprendre, hein, des interrogations sur des notions qui nous paraissaient véritablement fondamentales. À vrai dire, on a commencé par une interrogation sur l'altérité, hein, l'idée que un des éléments fondamentaux qui était apparu depuis 2000, c'était dans le champ de la didactique des langues, toute cette interrogation sur l'autre, hein, sur la façon d'avoir abordé de pouvoir aborder le nouveau, et tout ce qui se résumait en fait sous le terme d'altérité. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose à partir de là, parce que ça touche au questionnement interculturel, ça touche aux difficultés même de situer pluriculturel, interculturel, multiculturel, etc. Tout ça, ça a à voir avec des formes d'altérité, et c'est par ce bout-là qu'il faut reprendre en quelque sorte la question. Et puis dans un deuxième temps, on s'est aperçu que en fait, la notion qui nous paraissait fondamentale, c'était celle de mobilité.
C'est-à-dire qu'on était dans un monde qui était marqué par une mobilité, pas simplement mobilité migratoire, même si c'était une dimension évidemment importante, mais mobilité des étudiants, mobilité sociale, mobilité dans l'école elle-même, hein, la notion même de cursus scolaire, de passage d'une classe à une autre. Bon, cette notion de mobilité nous paraissait en quelque sorte très transversale et devoir être un point de départ. Ensuite, la deuxième notion que nous avons essayé de mobiliser, c'est celle d'altérité, bien sûr, mais en relation avec celle de groupe social, avec l'idée que la mobilité, c'est toujours passer d'une certaine communauté vers une autre communauté, hein. Euh, le migrant, dans son accueil ou dans ses difficultés d'accueil ou de passage, hein, on en a hélas des exemples tragiques pas plus tard qu'hier, hein, euh, c'est une certaine forme de rapport ou d'essai d'entrer dans une nouvelle communauté. Mais le passage d'un élève de l'école primaire à l'école secondaire, c'est aussi quelque chose qui est une forme d'adaptation nécessaire à une nouvelle communauté. Donc, tout cela nous paraissait en quelque sorte préalable à une centration sur l'altérité en termes des acteurs sociaux en mobilité sont amenés, et on va le voir sur les diapos suivantes, à entrer en contact avec de nouvelles communautés. Et c'est au contact de nouvelles communautés qu'ils vont avoir à affronter des formes d'étrangeté, d'altérité, hein, otherness, hein, sous des formes. Alors, dans cette perspective-là, à chaque fois, on va s'interroger, on le reverra tout à l'heure sous une forme de schématisation, sur ce qu'on va entendre par médiation. Dans le passage, par exemple, dans une nouvelle communauté, il y a une interrogation sur quelque chose qui est une tension possible, hein, ça ne va pas de soi, et un écart évident, euh, la médiation apparaissant alors comme étant l'opération, disons, nécessaire à une réduction de cet écart et à un rapprochement entre deux pôles qui sont posés comme distants et comme potentiellement en tension. Tension signifiant pas ici nécessairement hostilité, conflit, même si ça peut avoir cette dimension-là, mais signifiant aussi simplement, un peu comme on parle de tension électrique, hein, c'est des pôles qui sont en relation forte l'un avec l'autre. Alors, au cours du temps, après 2015, cette publication, nous avons essayé de mettre à l'épreuve ce modèle conceptuel. Nous avons imaginé d'autres contextes, parce que le contexte premier était celui de l'école, justement. Et nous nous sommes interrogés, par exemple, sur les adultes migrants et leurs projets d'inclusion sociale, ou la réussite scolaire de tout élève, l'inclusion scolaire et sociale des adolescents issus de la migration ou de certains adolescents qui rencontrent des difficultés, l'insertion sociale des détenus après un moment de demeure en prison, la mobilité universitaire à des fins d'études, l'éducation bilingue et la fonction de médiation d'une institution internationale dans laquelle je travaille comme consultante, justement le CLV, le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe. Alors, je crois que là, on a simplement, disons, un résumé de ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, hein. Dire que de façon très, très sommaire, hein, le modèle qu'on propose et qui n'a pas, on n'a pas de prétention à l'originalité, hein. Il s'agit simplement d'essayer de mettre en relation des questionnements qui sont des questionnements sociaux très larges, dès l'instant qu'on se place dans une perspective qui demeure une perspective actionnelle, si on peut dire, hein, comme celle qui était posée par le cadre, et dans la perspective de quelque chose qui est le jeu, l'action d'un acteur social. Donc, le sujet apprenant se construit, se transforme en mobilité.
mobilité à l'intérieur de groupes sociaux, communautés, et puis contact avec de nouvelles formes d'altérité. On passe. Je crois que là, on est sur un terrain qui relève presque de l'évidence, hein, dès l'instant qu'on déroule un petit peu les différents termes. Bon, la mobilité suppose des capacités d'adaptation culturelle et linguistique, suppose le développement de nouvelles compétences, hein, et l'adaptation culturelle elle-même met en œuvre, hein, diverses modalités de médiation, pardon, et on revient sur cette réduction de la distance. On accélère. Alors, on a été amené à poser aussi une distinction entre deux grandes catégories de médiation. Le fait que dans toute opération de médiation, il y a une dimension qui est d'une dimension information nouvelle, connaissances nouvelles à mettre en place, hein, tout ce qu'on entendait par adaptation linguistique, adaptation en termes de connaissances. Et cette forme de médiation cognitive, elle est doublée aussi, ou elle s'accompagne quasiment nécessairement par un certain type de médiation relationnelle. C'est-à-dire, ça suppose l'établissement d'un certain type de relation entre les acteurs concernés, entre éventuellement une institution et un acteur individuel, entre une institution et un groupe social. Bon, on a quelque chose qui passe par l'établissement d'un contact, le maintien d'un contact, l'évolution d'un contact, hein, qui tient donc du relationnel. Et ce qui nous paraît fondamental, c'est que dans la médiation, on va retrouver en quelque sorte le point de départ, la cinquième activité, hein, le fait que toute forme de médiation comporte une activité langagière absolument fondamentale, hein, dans le travail de médiation. Alors, on avait insisté aussi sur le fait que tous les acteurs sont membres de réseaux, et souligne au passage que c'est une dimension qu'en fait on n'a pas su développer véritablement, hein. C'est quelque chose qui serait à travailler dans la mesure où on a à s'interroger sur les réseaux sociaux en termes parfois d'enfermement dans un groupe particulier, en termes parfois d'ouverture au contraire sur beaucoup de groupes, hein. Je crois que là c'est quelque chose qui demande véritablement une réflexion nouvelle. Alors là, on va vous montrer comment on a conceptualisé le modèle. J'essaierai de prendre un exemple très, très concret, peut-être trop facile, mais qui peut bien nous aider à expliquer le fonctionnement de ce modèle. Alors, on a nos trois notions: mobilité, groupe, altérité. Prenons l'exemple des étudiants qui partent faire un échange dans un pays étranger pour mieux en apprendre la langue. Alors, ou les enseignants, voilà. Mais moi, j'ai pris les étudiants parce que c'est un cas qu'on a étudié en particulier. D'accord. Alors, il y a des processus qui sont à l'œuvre dans chacun de ces, non pas moments, mais comment dire, c'est pas des moments, c'est vraiment ces trois concepts. Quand il s'agit de mobilité, ce sont des processus de projection qu'il faut soutenir et mettre à l'œuvre. Pensez aux étudiants Erasmus. Il faut les préparer pour quand ils partiront et ils iront dans l'autre pays. Il faut qu'on travaille sur leur représentation. Il faut qu'on les arme pour la rencontre de l'altérité. Il faut qu'on leur donne les moyens linguistiques ou les stratégies linguistiques pour se débrouiller dans les nouvelles situations communicatives qu'ils vont rencontrer. Mobilité, bon là c'est trop facile parce que la mobilité c'est une mobilité concrète. À l'école, il y a d'autres mobilités, par exemple, étudier une discipline que l'on ne connaît pas, c'est une forme d'autre mobilité. Alors, l'étudiant Erasmus part, il entre dans la nouvelle société, la société d'accueil, entre dans de nouveaux groupes d'autres étudiants étrangers, et là,
les médiateurs doivent travailler sur tous les processus d'inclusion, faire en sorte que l'élève dépasse les moments de solitude, les moments d'incompréhension, les conflits éventuels, les malentendus. C'est-à-dire il faut que sur place, il y ait des instances médiatrices qui peuvent être et l'université d'accueil, mais également les pairs, également les personnes qui sont parties avec cette étudiante, qui pourraient aider cet élève par des processus, cette étudiante, par des processus de médiation à entrer, à accepter l'altérité, à accepter cette altérité qui est une perception, parce que ce n'est pas réellement une réalité. Altérité, bon, justement, on en arrive là. Il y a, quand on entre dans un groupe, la première perception, c'est la nouveauté, c'est l'altérité. Tu disais que dans le CECR, première version, il y avait un traité du nouveau, hein, dont altérité comme quelque chose qui est inconnu, qu'il faut maîtriser, qu'il faut faire, qu'il faut transformer pour qu'il devienne une partie de nous. Et là, tout le travail de la médiation se fait sur le processus de focalisation. Combien je me sens distant de ce groupe-là? Pourquoi je me sens distant de ce groupe-là? Comment je peux essayer de me rapprocher de ce groupe-là? Et on s'est dit que tout cela fonctionne à travers des processus qui concernent la médiation cognitive. Donc, il y a des explications, des informations, des connaissances qui sont données à l'étudiant. Cette société a ce type de fonctionnement administratif, etc. Et une médiation relationnelle, c'est-à-dire vraiment mettre à l'aise la personne dans ses relations avec les autres. Mais l'une et l'autre de ces deux médiations passent inévitablement par l'activité langagière de médiation. Donc, vous voyez, la médiation, c'est en quelque sorte le petit moteur qui fait marcher notre modèle. C'est ce qui impulse le passage. Hein. Si nous prenons la discipline, une discipline nouvelle pour l'élève en mobilité, c'est quelque chose, c'est une terre inconnue. Il faut préparer ses attentes, il faut le préparer à rencontrer ce nouveau. La discipline est en fin de compte une communauté de pratique où l'élève devient en quelque sorte petit géographe, petit historien. Donc, il doit se rapporter dans le groupe au type de langage, aux normes, etc. Et dans ce groupe-là, il rencontre, il perçoit des altérités. Plus il perçoit d'altérités, plus il se bloque. C'est là que la médiation arrive à faire en sorte qu'il intègre le nouveau, que le nouveau devienne quelque chose qui lui appartient, qui ne lui fait pas peur, qu'il gère. Et puis là, ce qui entre en jeu dans la médiation langagière, ce sont les processus d'approximation. Prenons l'exemple, par exemple, de la construction des connaissances. Que fait l'enseignant? Il part généralement de l'expérience de l'apprenant, il reformule de façon de plus en plus complexe, c'est-à-dire il part du concret pour arriver à de l'abstrait. Parfois, il doit redescendre, c'est-à-dire de nouveau, il fait une médiation linguistique vers le bas, de façon à ce que l'élève réintègre. L'élève rencontre le texte. Dans le texte, le manuel, il y a le langage académique. C'est une altérité forte pour l'élève. Et là, tous les projets, tous les actions, les processus de médiation de l'enseignant se font dans ce jeu d'approximation vers le haut, vers le bas, vers le haut. Ça nous a paru vraiment être tout à fait fondamental, hein, cette affaire d'approximation. Ça repose véritablement profondément sur les capacités qu'offre une langue ou plusieurs langues, hein, parce qu'on peut très bien avoir des approximations, et c'est souvent le cas dans l'enseignement bilingue, plurilingue, hein, qui repose sur la pluralité linguistique. C'est-à-dire qu'on fait appel à des ressources langagières multiples pour
tâtonné à certains égards, je crois. Pensez à un contexte tout à fait différent, hein. Le médiateur qui, dans une situation de crise comme une prise une prise d'otage, est amené à intervenir entre le preneur d'otage et puis, bon, ce qui pourrait être une issue. On est constamment dans un tâtonnement qui cherche à reprendre une formulation, en tenter une autre, enfin, etc., etc. C'est ce terrain-là qui nous paraît tout à fait intéressant, en termes aussi d'apprentissage de la langue, hein, du point de vue de cette activité de médiation. Alors, naturellement, il y a des acteurs différents de la médiation. Il y a d'un côté soit le groupe social, soit l'institution, soit l'acteur social. Mais de l'autre côté, on peut avoir comme pôle en opposition, de nouveau, les mêmes acteurs. Et on peut avoir des combinaisons très différentes, groupe social contre, je sais pas, groupe des enseignants et groupe des parents, tension, chef d'établissement qui doit médier, etc. Institution à institution, institution et acteur social. Donc c'est très variable. Il y a différents niveaux où la médiation peut jouer. Tu veux ajouter quelque chose? Non? Non, on y va. Oui, alors, pourquoi l'école est un endroit important pour travailler à la médiation? Parce que c'est un dispositif global de médiation entre les individus, des groupes divers, d'autres institutions, qui peuvent être autant de pôles en tension ou distants entre eux. C'est le lieu de la socialisation secondaire après la socialisation primaire donnée par la famille et la communauté. C'est un des moyens les plus puissants en vue de la mobilité scolaire. Et mobilité passée à travers le cursus scolaire, le curriculum, c'est le prélude en réalité à la mobilité sociale. On n'en a pas encore trouvé d'autres, hein. Et c'est un lieu où tous les professionnels, mais notamment les enseignants, qui sont vraiment des intermédiaires, je dis toujours, quand j'ai un public d'enseignants, de relire Vygotsky pour comprendre quelle est notre action, l'importance extrême pour tout apprenant de l'action de médiation de l'enseignant. Alors, tous les professionnels ont des tâches de médiation qui concernent autant les relations que les connaissances. Attention, il faut les deux, pas l'une ou l'autre. Un bon professeur comment dire, sauvegarde de bonnes relations avec ses élèves, mais qui n'enseigne pas les bonnes connaissances, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La bonne relation est liée à un bon enseignement des connaissances. Seulement à ces doubles conditions-là, l'enseignement est véritablement bon pour l'élève. Et naturellement, quotidiennement, voilà, quelqu'un peut dire, mais alors tout est médiation, ou alors, moi je n'ai jamais fait de la médiation, ou alors, non, c'est qu'en réalité, nous sommes des médiateurs en tant qu'enseignants, et le fait d'être conscient que nous sommes des médiateurs et que nous mettons en œuvre des actions de médiation doit nous aider à être très efficaces dans cette médiation. Pourquoi? Parce que l'éducation doit garantir des droits aux élèves. Et ça aussi, c'est une perspective que le Conseil de l'Europe met toujours dans ses textes. C'est-à-dire, il faut imaginer que l'école a ce devoir de donner, de garantir les droits des élèves à une éducation équitable. C'est un devoir et une responsabilité qui est en même temps éthique, morale et en même temps déontologique, professionnelle. Donc c'est quelque chose, la médiation, c'est quelque chose de très important. Là, nous avons fait quelques exemples de médiation en milieu éducatif pour vous montrer qu'il n'y a pas qu'un seul médiateur. Une classe d'accueil est un dispositif de médiation pour les enfants migrants avant qu'ils passent en classe normale. Chez nous, en Italie, par exemple, on a parfois des médiatrices culturelles
qui collabore avec l'enseignant pour intégrer, inclure et accueillir les élèves migrants. Et là, c'est une professionnelle de la médiation. Mais une association de parents d'élèves qui intervient en faveur des parents étrangers, vous voyez, groupe, communauté, c'est une autre façon de faire de la médiation. Ou alors, un enseignant qui, dans une leçon de sciences, apporte une maquette qu'il a construite lui-même le soir avant pour montrer le fonctionnement d'un volcan, ça aussi, c'est un moyen de médiation. Mais attention, il faut utiliser également dans la médiation les acteurs que sont les élèves. Un élève compétent en langue de scolarisation peut reformuler pour un copain une notion que ce dernier n'a pas comprise. Parce qu'il peut avoir rencontré la même difficulté, il peut comprendre mieux que nous la difficulté de l'autre élève et peut l'aider. Ou encore, pensons à un élève qui ne connaît pas encore la langue de scolarisation. Il peut y avoir un autre élève qui est déjà plus intégré, mais qui connaît la langue de cet élève et qui lui reformule le concept, la connaissance dans sa langue familiale. Et ainsi de suite, les actions de médiation sont perpétuelles. Médiation et éducation, c'est toujours moi là? Oui, vous devrez me supporter encore. Alors, parlons un tout petit peu du projet, l'autre projet. Je devrais être un peu rapide parce qu'on a 4 minutes, 3 minutes. Donc, je vais être, c'est des pilules. Hein. Alors, médiation et enseignement des langues et apprentissage, c'est le volume complémentaire du CECR. Alors, il y a une définition de la médiation qui ressemble en partie à celle ancienne, puisqu'on y intègre quand même toujours la médiation linguistique. On a une médiation intralangue, d'une même langue à la même langue, soit d'une langue à l'autre, la médiation interlangue. La formulation est quelque peu différente. Créer l'espace et les conditions pour communiquer ou apprendre, collaborer pour construire un nouveau sens, encourager les autres à construire et comprendre un nouveau sens, faire passer des informations. Voilà comment ça se présente, le schéma général de la compétence linguistique. Vous voyez, la médiation est là en orange, vous la voyez au fin fond. Il y a les activités linguistiques et communicatives et les stratégies linguistiques et communicatives. Écoutez, c'est en italien parce que la version française n'est pas encore sortie et plutôt que de vous donner la version anglaise, hein, vous me pardonnerez. Hein. Alors, si on va regarder les échelles de médiation, je serai vraiment très, très rapide. La médiation est partagée donc, comme toutes les autres activités langagières, en activité et en stratégie de médiation. Activité, il y a 3 sortes de médiation. Médier un texte, médier des concepts. Vous retrouvez là la médiation cognitive, mais vous le voyez, ils l'ont couplé avec les deux indicateurs suivants, avec la communauté, le groupe, hein, dont ils ont, disons, les auteurs du volume complémentaire nous ont suivi un tout petit peu sur cette distinction médiation cognitive et médiation relationnelle. Et puis, médier la communication. Pour les stratégies, on a de nouveau, vous voyez, d'un côté, stratégie pour expliquer un nouveau concept et la stratégie pour simplifier un texte. Toutes ces stratégies-là sont très intéressantes pour les activités vraiment de compréhension dans la classe. Alors là, c'est le schéma global de la médiation, vous voyez, avec toutes les échelles qui sont proposées. Je vais vous montrer une échelle d'une partie un peu nouvelle. Je pense qu'on a pris coopérer pour... Non, c'est plutôt faciliter la coopération, je crois. Voilà. Alors, pour chacune de ces échelles-là, vous avez les échelles de niveau.
Là, je pense que vous retrouvez A2+, B1, B2, C1, C2, dans la déclinaison selon les différents niveaux de compétences. Puis, écoutez, est-ce que je peux voler encore 3 minutes, mais ça va être un survol. Ça, tout simplement pour vous dire ce que vous pouvez trouver en ligne sur la médiation et qui pourrait vous être utile. Tout d'abord, allez voir le site du Conseil de l'Europe et tout ce qui est éducation plurilingue, langue de scolarisation. Il y a des textes qui sont très intéressants. Là, je suis revenue en arrière, excusez-moi. Ouh là là, voilà. Voilà, là, c'est très, très important. Ce sont des textes plutôt théoriques. Je les conseillerais vraiment à nos inspecteurs de l'école du système éducatif tunisien. Il y a des guides sur les politiques linguistiques éducatives qui sont extrêmement intéressantes pour des groupes, par exemple, de chefs d'établissement, comment mettre sur pied un projet de politique linguistique d'établissement. Le curriculum, le guide pour les curriculums de langue dans une approche qui est globale, c'est-à-dire qui met en relation toutes les langues. Et puis, importantissime, le dernier volet, c'est toute la dernière réflexion qui est la réflexion qui va nous faire sortir, je pense, de l'échec de la majorité de nos enfants aux épreuves de PISA. Les langues dans les matières, c'est-à-dire comment utiliser les langues pour enseigner la matière, la langue académique, comme on l'appelle. D'autres descripteurs. Je vous ai parlé du projet de e-langue citoyen qui s'inspire en partie de ce cadre de référence pour les compétences de la culture démocratique, toujours du Conseil de l'Europe. Regardez, on parle de valeurs, on parle d'attitude, on parle d'aptitude, on parle de connaissance et compréhension critique. C'est tout ce qui entre dans l'éducation. Si on regarde les aptitudes, il y a écoute et observation, empathie, il y a des descripteurs pour tout cela. Donc, vous pourriez vous inspirer au-delà du volume complémentaire, pour avoir d'autres descripteurs qui prendraient en compte des dimensions plus citoyennes et démocratiques. Bon, le Centre européen, je crois que je fais assez bien la publicité, je vais rapidement, mais parmi les ressources présentes au CLV, il y a le CARAP. Est-ce que vous connaissez le CARAP ? Non, personne ne le connaît. Alors, c'est un cadre de référence, mais cette fois pour les approches plurielles, c'est-à-dire pour des activités comme l'intercompréhension, la didactique intégrée des langues, l'éveil aux langues, les approches interculturelles. Là aussi, vous voyez, la médiation rentre parmi les compétences à gérer la communication. Et enfin, j'en arrive à ce que vous pouvez trouver en ce qui concerne le CECR, les tout derniers livres. Par exemple, CECR Qualimatrix, une matrice qualité pour l'utilisation du CECR, qui vous fait passer outre une utilisation simplement limitée à l'évaluation, et qui a été la coordinatrice de ce projet est Enrica Piccardo, une des auteurs du volume complémentaire. Donc, c'est un texte intéressant à voir. Sachez que sont en élaboration au CLV 2 projets. L'un, c'est globalement sur le volume complémentaire et sur l'ensemble des compétences qui sont présentes là-dedans. Tandis qu'il y en a un spécifique de cette Maria Statopoulou, coordinatrice du projet, qui est la médiation dans l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des langues. Elle ne traite que médier un texte. Mais vous allez voir, je pensais vous présenter une activité, mais le temps nous est compté. Allez voir, il y aura bientôt un guide pour vous guider. Et là, ce qui est très, très intéressant, c'est que la médiation à partir d'un texte est vue à travers toutes les langues du répertoire de l'enfant, que ce soit
la langue maternelle, les langues premières, les langues familiales, la langue de scolarisation ou une ou deux langues étrangères. Donc, c'est très dynamique, ça peut vous permettre de partir d'une langue et arriver à l'autre de façon très dynamique, avec plein de conseils aussi, de variations dans les activités. Je vous conseille d'y donner un coup d'œil. Je te laisse conclure notre présentation. Il faut conclure en disant qu'on a dépassé largement le temps et qu'il est, il est temps de vous remercier en tout cas de votre attention, peut-être faiblissante à certains moments.